Je pense que ça fait 4 ans, 5 ans que Marion m'invite ici et que je n'ai pas pu ou pas voulu venir. Et en fait, je suis très content d'être là, même si je n'aime plus beaucoup bouger aujourd'hui dans ma vie, plus trop voyager. Mais je suis très content d'être là parce que j'ai assisté à ce qui s'est échangé, ce qui s'est dit cet après-midi. Et je dis, oui, ça c'est le langage, les visions, les représentations du monde de demain. Et peut-être même déjà du monde d'aujourd'hui, parce qu'il est déjà là, même s'il n'a pas encore pris toute sa place, lorsqu'il n'est pas tout à fait éclos. Et lorsque Marion m'a envoyé un mail, elle m'a dit, voilà, ça sera mutant, tous mutants demain. C'est ça, je crois, le sujet, le titre. Et je me suis dit, bah oui, qu'est-ce que moi je vais les raconter, tous mutants demain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que je parle du nouveau paradigme de la médecine, parce que c'est vrai que j'ai occupé, et j'occupe encore, une position de pont entre des mondes qui ont tendance à ne pas se parler, pas se comprendre, la médecine conventionnelle d'un côté, et puis les approches dites alternatives et ou complémentaires. Mais d'emblée, ce n'est pas du tout ça que j'ai eu envie de partager avec vous ce soir, parce que, d'abord, dans ma propre vie, je suis ailleurs. Et puis parce que je crois que ce que je vais vous dire, ce que je vais essayer de vous transmettre là, est l'essence, l'essentiel de cette mutation. Et que sans cela, la mutation n'a aucune chance de se produire. Ou en tout cas, d'aboutir. Parce que des mutations, il y en a beaucoup. Et le XXe siècle a été un siècle extraordinaire en mutation. Des idéologies qui ont remplacé d'autres idéologies, des ismes qui ont remplacé d'autres ismes, des socialismes et puis des capitalismes et puis des marxismes et puis au bout du compte, on voit quand même qu'il n'y a rien qui a changé en profondeur, que le problème de fond, il n'a toujours pas trouvé la solution parce que nous ne lui avons pas apporté la bonne réponse. Et ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est réfléchir, bien sûr, mais surtout ressentir, expérimenter. Parce qu'il n'y a que dans l'expérimentation que l'on peut changer les choses, dans quelque chose de concret. Des idées, il y en a beaucoup qui volent, mais des idées qui atterrissent, il y en a beaucoup moins. Je voudrais qu'on puisse réfléchir, mais surtout ressentir, expérimenter la présence à nous-mêmes. J'entends souvent des gens dire « Ah, il est temps que je me réalise, que je réalise qui je suis vraiment. » Mais qui êtes-vous vraiment ? Moi, j'ai longtemps cru que j'étais ce chirurgien qui a pratiqué dans un hôpital d'excellence, qui a enseigné. Et puis un jour, en quelques secondes, j'ai entendu effectivement cette voix qui m'a dit « Si tu restes ici, tu vas mourir. » Et je suis parti. Parce que depuis toujours, j'écoute ce que je ressens, mais là, c'était tellement énorme que je devais faire ce pas et sortir. Je ne dis pas que tout le monde doit sortir, mais moi, je ne pouvais pas faire autrement. Mais un peu plus tard, si on me demandait « Qui es-tu vraiment ?», j'aurais répondu « Ben voilà, je suis cet homme qui est en train de réaliser quelque chose de beaucoup plus essentiel pour lui et de revenir à une vision plus large, plus globale, plus subtile de la réalité et donc s'intéresser à une vision plus large de la médecine, transmettre, écrire, enseigner, accompagner des malades. » Mais en 2009, je suis tombé malade moi-même. J'ai fait une paralysie dans un contexte de surmenage, d'hyperactivité. Et lorsque je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière à Paris, cette paralysie s'est produite en quelques minutes dans le Thalys, dans le TGV qui relie Bruxelles à Paris. Lorsque je me suis retrouvé là-bas, je me suis dit, mais qui t'a emmené dans cet épuisement ?
J'avais donné plus de 200 conférences, cours, participation à des réunions et des colloques dans 10 pays différents en un an. C'est juste de la folie. Et la réponse à cette question, qui t'a emmené là, c'était moi. Moi, mon ego. Cette part de nous très superficielle, qui existe, qui veut exister, existare en latin. Elle se positionne à l'extérieur. Elle est dans le faire et l'avoir, le prouver, le montrer, l'obtenir. Et oui, il n'y a pas de mal à avoir un ego, nous en avons tous un, et il est nécessaire. Mais il faut qu'il garde sa juste place, qu'il soit au service de plus grand que lui, et que ce qu'il nous permet de faire ne soit pas juste en train de l'alimenter toujours plus. Et prenant conscience de cela, j'en avais déjà pris conscience intellectuellement plusieurs fois au cours de mon petit parcours, mais là, c'était vécu dans ma chair. Je me suis dit, si tu devais écouter cette partie toute profonde, essentielle, ce noyau de l'être, qu'est-ce que tu ferais ? Et la réponse est venue tout de suite, je partirais en retraite. Et je partirais en Égypte parce que depuis mon enfance, j'ai un lien très fort avec l'Égypte ancienne. Je peux dire que ce que j'ai de spirituel en moi me vient de l'Égypte principalement. Depuis l'âge de 5 ans, cette civilisation m'a touché, je l'ai étudiée, même de façon assez approfondie. Et je pense que sa reliance à la vie, sa reliance à la nature et son humilité par rapport à ce que la nature lui imposait, ne fût-ce que par la succession des crues du Nil, avec ses périodes de sécheresse, de mort, et puis d'arrivée de cette eau qui apportait la vie et le renouveau, l'Égypte est profondément reliée à l'essence, à l'essentiel. Je vous dis ça avec du recul aujourd'hui, mais à l'époque j'étais imprimé par osmose de tout ça. Mais même si je l'avais compris, intellectualisé, je ne l'avais pas encore vécu si fort au fond de moi. Cette nécessité de l'humilité, de se rappeler que ce mot vient de humus en latin qui veut dire la terre, se rappeler que j'appartiens à cette terre et que je dois obéir à ses lois. L'humilité fait mon humanité. C'est la même racine latine de ces deux mots d'ailleurs. Humus, la terre. Alors je suis parti en Égypte pour 6 mois dans une petite maison en briques de boue séchée que j'ai louée à un paysan dans la campagne près de la vallée des Rois à Luxor, sur la rive ouest du Nil, là où j'avais toujours rêvé d'habiter un jour. Ça s'est mis comme ça. Tout s'est fait presque miraculeusement. J'ai écrit un ouvrage où j'avais juste envie de parler de cette dynamique intérieure qui existe entre notre ego, cette partie de nous qui a peur, qui se défend, qui est dans le faire, et cette essence que nous oublions. Ce moi d'un côté et ce qu'on appelle souvent le soi. Non pas mon soi, mais le soi. Le soi qui est en toi, en toi, en toi, en toi et en moi. Le même soi, la source, l'essence, la vie. Et d'apprendre à l'écouter, parce que c'est difficile pour nous qui vivons dans une civilisation où on n'écoute pas le monde, mais on le pense. Depuis 2500 ans, nous pensons le monde. Depuis ce que l'on a appelé la Grèce classique. Auparavant, dans ce que l'on appelait la Grèce archaïque, les êtres, les individus et les penseurs même étaient enseignés dans les temples de l'Égypte ancienne. Et là, on leur apprenait non pas à penser le monde, mais à écouter le monde. Toutes les grandes civilisations traditionnelles qui ont vécu à la surface de cette planète, et celles qui sont encore là aujourd'hui, ne pensent pas le monde, elles l'écoutent. La Chine ancienne, l'Inde védique, l'Égypte pharaonique. Et du coup, quand il s'agit de parler du monde, les mots ne suffisent pas, les mots seront trop réducteurs. Ils empêchent d'appréhender la complexité de la vie. Alors, on invente des symboles. Symbolein, on rassemble différents signes qui veulent dire, qui veulent transmettre cette complexité. Ou on parle avec des métaphores.
Et on raconte des histoires. La Bible en est truffée, mais le Mahabharata aussi, et tous les grands textes qui essayent de nous transmettre le secret du vivant sont des textes métaphoriques. Mais pour nous, c'est difficile parce que nous sommes dans une culture où on découpe tout en petits morceaux, on doit tout analyser, on doit tout comprendre, mettre dans des cases. Et aujourd'hui, même des choses qui tombent sous le bon sens, on ne veut pas y croire si la science ne l'a pas prouvé. C'est extraordinaire. Et on est en train, par exemple, de redécouvrir la méditation. Parce que maintenant, on a des résonances magnétiques nucléaires fonctionnelles et des superscanners et tout ce que vous voulez pour prouver que oui, ça agit sur le cerveau. Mais on sait ça depuis tant d'années. Là, tout à l'heure, on parlait de ces 3 cerveaux que nous avons, mais les Chinois le savent. Il y a le Tantien inférieur, le Tantien moyen et le Tantien supérieur. Il y a ces 3 chaudrons d'énergie, d'information. Tout est dit depuis toujours. C'est juste les images que nous devons réinventer. Dans notre culture scientifique, nous avons besoin d'images nouvelles. Et pour prouver que nos images sont justes, il faut des outils. C'est pour ça que la science avance très lentement par rapport au bon sens qui est là devant nos yeux. Et là, tout à l'heure, quand on parlait de biomimétisme, mais oui, tout est là devant nos yeux. Pendant ma retraite égyptienne, j'ai eu le temps, je me suis donné le temps, parce que parfois on dit quelle chance, mais vous savez, il y a un sacrifice pour tout, il y a un prix à payer pour tout. Le tout est de savoir où on veut mettre son énergie, ses priorités, et surtout, qu'est-ce qui nous fait vivre profondément. Et alors tout devient plus facile, même l'inconfort que cela peut générer, on le supporte beaucoup plus facilement. J'ai eu le temps de reméditer de façon plus formelle. Je médite depuis très longtemps. Lorsque j'étais enfant, je passais énormément de temps à contempler. Et mes parents disaient « tu es oisif ». Qu'est-ce que je l'ai entendu ce mot-là ? Tu ne fais rien, va jouer. Mais j'avais pas envie. D'abord parce que j'avais un peu peur des autres, ça c'est vrai. Il y avait une forme de défense, mais il y avait surtout que je goûtais la joie d'être. Et je m'émerveillais de ce que je voyais, de ce que je sentais. Et puis évidemment, quand j'ai voulu faire ces études de médecine, puisque depuis l'âge de 5-6 ans, c'était égyptologie ou médecine, je me suis décidé dans la voie de la médecine, et en particulier de la chirurgie, c'est ce que je voulais vraiment faire, pour plein de raisons. Mais j'ai commencé à oublier d'écouter, de contempler, parce qu'on me demandait de faire, d'apprendre à faire, on me formait. Et c'est seulement lorsque j'ai quitté l'hôpital, et surtout après cette paralysie, où j'ai été rappelé à l'ordre par ce qu'il y a de plus réel, le plus tangible, notre corps, la dimension matérielle de l'être, que je me suis dit, il est temps que je réécoute mieux encore et que je remédite de façon plus formelle. Et la méditation a été une découverte, même si je méditais depuis longtemps et pratiquais le Qigong et le Tai Chi, parce que j'ai, me semble-t-il, été plus loin que ce que l'on appelle la pleine conscience. Pleine conscience est un mot qui est un petit peu répandu aujourd'hui, qui n'est pas une bonne traduction d'ailleurs. Je parlais avec la traductrice qui a introduit ce mot en français en traduisant les ouvrages de Jon Kabat-Zinn. Et elle me disait, oui, on a voulu rendre hommage à Thich Nhat Hanh qui avait parlé de pleine conscience, mais il ne s'agissait pas exactement du même concept qui voulait traduire le mindfulness des anglo-saxons. Mindfulness, pleinement là avec le mind, avec la cognition, avec l'attention. Il serait plus juste de parler de pleine attention ou de présence attentive pour parler de la mindfulness. Et c'est ce qu'on fait. Qui a déjà pratiqué de la mindfulness ici ? Oui, c'est ce qu'on fait. On est là et on est juste attentif à ce qui se produit, on le note, mais on ne s'y attache pas. Et on perçoit bien sûr des sensations, parfois très désagréables, des émotions, des sentiments qui surgissent de ces émotions, parce que le sentiment n'est que la traduction de l'émotion, n'est que la représentation mentale de l'émotion. Et des sentiments qui alimentent des pensées. Et vous avez remarqué que nos pensées se chevauchent les unes les autres en s'alimentant les unes les autres vers souvent
beaucoup de tension. Sans doute parce que notre instinct de survie nous invite à prévoir toujours le pire. Mais nous sommes encore là avec le mind. Et qui est en train de méditer à ce moment-là? C'est encore moi. Moi, avec mon mental, qui me permet d'avoir le sentiment d'exister en tant qu'individu, ou de personne plutôt. Ce moi qui dit « je », l'ego. Et tout d'un coup, parce que nous sommes dans cette autorégulation de l'attention dans l'instant présent, il y a un apaisement qui s'installe en nous, dont on sait qu'il est très bénéfique car il permet de rééquilibrer la balance entre la tension sympathique qui met en route la réaction de stress avec le cortisol, l'adrénaline dont on a parlé là tout à l'heure aussi, et puis la balance avec cette stimulation parasympathique qui génère de la détente et la réponse de relaxation qui vient rééquilibrer tout ça en stimulant les mécanismes de régénération, les mécanismes réparateurs de l'organisme. Oui, la méditation, à ce stade-là, est excessivement bénéfique puisqu'elle apporte cet apaisement. Mais il s'agit à ce moment-là de porter l'attention non plus sur ce qui se produit dans l'instant présent, mais sur le silence qui est là, qui était là déjà depuis tout le temps, mais que nous ne percevions pas tant nous étions agités dans nos pensées, stimulés par nos sensations, perturbés par nos émotions. Ce silence qui est là depuis toujours, cette paix intérieure qu'il ne s'agit pas de créer, mais qu'il s'agit de redécouvrir. Ce silence et cette paix qui sont là de toute éternité, dans le fond, qui sont là avant que nous existions et qui seront encore là lorsque nous aurons cessé d'exister. Ce silence et cette paix d'où nous venons et vers lesquels nous retournons. Et tout d'un coup, dans cette expérience-là, il y a un espace qui s'ouvre en nous, immense. Mais cet espace ne peut s'ouvrir que si nous sommes dans la totale acceptation de ce qui est. L'acceptation sans condition, c'est-à-dire l'amour. L'amour inconditionnel. Des années après avoir fait cette expérience, je suis tombé sur un texte, je n'avais jamais lu de texte rapporté de grands sages indiens, et je suis tombé sur un texte de Ramana Maharishi qui dit, vous savez, il y a un point dans votre cœur, là où vous êtes dans cet amour qui est capable d'accepter tout ce que vous observez, tout ce qui se produit là dans l'espace silencieux et paisible. Et lorsque vous parvenez à ce point, tout d'un coup vous êtes projeté comme dans un entonnoir et l'espace s'ouvre de façon infinie. Cette pure conscience, qui n'est pas pleine conscience, mais pure conscience, amour inconditionnel, silence et paix, nous projette dans une conscience cosmique qui est capable de tout accueillir, de tout englober. Et elle est cet espace source dans lequel tout surgit. Certains, peut-être, l'appellent Dieu. Moi, je ne l'appelle pas Dieu, parce que c'est un concept, malheureusement, je trouve trop personnel pour désigner quelque chose qui n'est absolument pas personnel, car ce silence et cette paix n'a pas d'identité, il est. Il n'a pas besoin d'exister, il est. Je vous disais existare, et qui vient du latin se positionner au dehors. C'est pas du tout la même chose que être, exister. Parce que être vient de essere en latin, qui est relié à essentia, l'essence. L'essence, c'est ce qui reste quand tout le reste a été balayé. Et alors nous rentrons dans cette espèce de grand vide, cet espace vide rempli de toutes les potentialités. Ce que les bouddhistes appellent la vacuité. La vacuité n'est pas un vide, elle est un vide plein. Un vide dans lequel surgissent toutes nos sensations, nos émotions, nos pensées. Un vide dans lequel s'évanouissent toutes nos sensations, nos émotions et nos pensées. Un vide dans lequel tout se crée. Mais ce vide, lui, n'est pas créé. Ce silence et cette paix n'est pas créé, il est de toute éternité. Lorsque j'ai entendu
Je peux même pas dire que j'ai entendu ce silence. Il s'est comme réalisé, il s'est comme déployé. Il a pris la place, toute la place, pour un moment très bref, et puis par la suite pour quelques moments très profonds, auxquels j'aimerais parfois pouvoir retourner plus facilement, même si c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant, si j'accepte de vivre plus lentement, plus simplement. Si j'accepte de prendre moins de place avec toutes mes peurs, tous mes conditionnements. Là, tout à l'heure, je parlais avec Gauthier Chapelle qui nous a si bien introduit, plus qu'introduit, le biomimétisme et ce qu'il pourrait apporter comme changement, même philosophique à nos sociétés, même, je dirais, surtout philosophique à nos sociétés, une toute autre manière de voir le monde, qui ne change pas alors les sociétés, mais change les civilisations. C'est beaucoup plus profond. Quand on change sa façon de se voir et voir le monde, c'est une civilisation qui change. C'est sans doute cela qui est en train de se produire. Et nous sommes ici pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls à avoir envie de s'ouvrir à cette autre vision, cette nouvelle vision, probablement plus juste. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Mais je disais à Gauthier Chapelle, mais toutes ces découvertes, toutes ces constatations, elles n'auront de valeur que si elles sont dans les mains d'êtres un peu éveillés, c'est-à-dire d'êtres qui sont conscients que si on sombre dans les peurs de l'ego, eh bien, on va continuer à complexifier les choses, on va continuer à ajouter, toujours ajouter, et encore, à vouloir innover, et donc fatalement produire, parce qu'il faut qu'on puisse faire consommer ce qu'on a produit pour continuer à innover dans ce système économique comme nous l'avons mis en place depuis maintenant des centaines d'années, jusqu'à la caricature où nous vivons. Qui a vu ici le documentaire Thrive ? Vous savez, ce documentaire qui a été fait à l'initiative d'un héritier de Procter & Gamble. Pas tellement de monde, apparemment. On peut le trouver facilement sur Internet. Je vous le recommande. C'est un documentaire qui est intéressant, même si, justement, il y a dans ce documentaire quelque chose qui m'a chagriné. Parce qu'il y a toute une bonne volonté de nous ouvrir la pensée, à bien comprendre comment ce système économique s'est mis en place, comment nous vivons tellement loin de notre noyau que nous ne comprenons même plus que nous l'abîmons, que nous abîmons l'essence de la vie tout court. Et à un moment donné, il dit, mais il est héritier d'une grande multinationale, il dit, et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir se procurer l'énergie comme ça, parce qu'il décrit le système du Thor, l'énergie qui se régénère d'elle-même, et il dit, on va pouvoir se procurer l'énergie, la capter comme ça dans l'univers, et donc on va pouvoir continuer à croître. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça l'histoire. Quand on est relié à cet espace paisible, non, on n'est pas relié. Quand on est cet espace paisible et silencieux, quand on réalise cela, on sait que ce n'est pas la croissance à tout prix qu'il nous faut, ni la décroissance d'ailleurs. C'est un équilibre. Il y a une dizaine de jours, j'étais dans un hôpital à Bruxelles. Enfin, ce n'était pas dans l'hôpital, j'étais invité par la direction infirmière, la direction du nursing, comme on dit en Belgique. Je ne sais pas si on dit ça en France d'ailleurs, mais direction du nursing. Et ils avaient voulu organiser une journée bien-être pour tout leur cadre dirigeant, une centaine de chefs de service ou de chefs de département infirmiers, dans un grand hôpital universitaire de Bruxelles. Et je les écoutais parler de toutes ces études et de toutes ces commissions qui mettent en place. Et tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Alors les uns contrôlent les autres, qui contrôlent encore les autres. Et quand je travaillais dans ce même hôpital universitaire il y a 30 ans, il y avait 10% du personnel qui était administratif. Et là, maintenant, il y a 50% du personnel qui est dans l'administration. Ça veut dire qu'il y a moins de gens pour soigner et que ces gens pour soigner sont contrôlés par tous ces gens qui font de l'administration. Et on complexifie. Et je leur disais, mais vous courez après quelque chose que vous ne rattraperez jamais. Et vous voulez, c'est théoriquement notre mission, en tout cas notre vocation,
Parce que les missionnaires, je m'en méfie, mais on a des visions en soi et ça nous porte à vocation. Et la vocation des soignants, c'est d'apporter théoriquement de la vie dans la vie, d'aider la vie à être préservée. Pas simplement réparer quand elle ne va plus, mais aussi la promouvoir. Et je dis, et vous êtes en train de travailler dans un modèle qui, lui, dit qu'il faut de la croissance à tout prix, qui est géré par des êtres qui ne sont même plus du monde hospitalier. Des êtres qui sont formés dans des grandes écoles d'économie ou d'administration, qui ne savent même pas ce que c'est un soignant, qui ne savent même pas ce que c'est un malade. Et qui construisent ce qu'ils appellent un système de santé qui est en fait juste un système de maladie. Un système qui est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. C'est une grande ineptie philosophique et plus que philosophique, spirituelle. Parce que ce mot spirituel, je crois que c'est de ça que je suis en train de vous parler. Il faut oser en reparler, mais surtout, clairement, le définir. Parce que, et en particulier en France, il est encore trop souvent confondu avec le mot religion. La spiritualité n'est pas la religion. La religion est une tentative de traduire ce que la spiritualité nous enseigne et de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Je dis une tentative, et une tentative qui est bien souvent portée par des hommes et des femmes qui ont peut-être pas tout à fait compris et qui ont leur ego qui prend beaucoup de place. Et alors on se bat dans des discours intellectuels et égotiques jusqu'à se demander si on a le bon Dieu et s'il y a un salut en dehors de notre Église. Waouh! Et on voit à quoi ça peut mener dans la manipulation intellectuelle, idéologique, parce qu'il n'y a pas assez de spirituel et trop de religieux, trop d'intellectuels. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas élaborer des discours, mais il faut les élaborer à partir de l'expérience. On ne construit pas un immeuble sans passer d'abord par les caves. On part d'en bas, de l'expérience, du vécu dans le concret. Et je suis en train de plaider pour une spiritualité incarnée, à travers l'expérience de ce silence, de cette paix et de cet amour non conditionnel qui permet d'accepter tout ce qui est, y compris cet horrible ego qui parfois nous fait honte tellement il nous fait faire des choses bizarres, cruelles, violentes, douloureuses. Mais oui, c'est nous, mais au moins déjà de l'accueillir. Et il ne s'agit pas de le détruire, comme on entend trop souvent, parfois dans des discours spiritualistes. Il s'agit de l'aimer et de l'accueillir dans plus grand que lui, c'est-à-dire dans l'espace du soi, dans l'espace de cette pure conscience, et où il va se dissoudre. Et là tout à l'heure, c'est Stéphane Alix qui parlait de la dissolution dont on parle chez les bouddhistes au moment de la mort. Oui, acceptons de dissoudre cette construction intellectuelle qui dit « moi-je » et qui croit qu'elle est stable et permanente. Mais elle n'est déjà pas stable et permanente, même au niveau physique. À l'heure où je vous parle, les molécules qui sont là dans ma jambe n'y étaient pas il y a quelques jours. Elles étaient peut-être dans le morceau de salade que j'ai mangé, et avant ça, elles étaient peut-être sur le nez de Cléopâtre. Parce que ces molécules, elles voyagent depuis longtemps, et elles sont sans arrêt recyclées. Je ne suis même pas un corps qui peut dire « mais ça, c'est vraiment moi ». Avec une limite bien définie. Mais alors, quand il s'agit de mes émotions et de ma pensée, qui ne fait que changer, comment puis-je vraiment m'attacher à cette image ? J'en ai un peu besoin pour vivre dans ce monde, dans cette dimension de temps et d'espace, mais pourvu que je ne sois pas coupé de la source. Et tout à l'heure, ça a été très vite passé, parce qu'on était à la fin de l'exposé, mais quand on parlait de toutes ces notions d'information, de conscience, je voyais sur une des diapositives projetées que dans la relation entre le soignant et le soigné, ça se passait à un niveau très différent, d'essence à essence. Oui, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une guérison qui peut surgir. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler aux autres niveaux aussi,
sortir son attirail chirurgical quand il s'agit de réparer quelque chose ou d'enlever quelque chose qui est vraiment trop pourri. Mais prescrire peut-être quelques molécules, quelques médicaments et parfois quelques autres remèdes plus naturels, fort heureusement. Mais là, on est dans le soin, dans la cure. Mais il y a quelque chose de plus profond. Et peut-être qu'un jour, moi je suis sûr qu'on y arrivera, mais je ne le verrai probablement pas de mon vivant, ou peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une accélération dans cette exponentielle de l'installation du nouveau paradigme. Mais peut-être qu'un jour, on aura les moyens de démontrer scientifiquement, puisque c'est ça qui nous rassure aujourd'hui, que oui, quand deux personnes ont un cancer, même nature, même stade d'évolution, même dégâts, et qu'elles reçoivent le même traitement, et que l'une guérit et l'autre pas, il n'y a pas que le traitement identifié qui est responsable de la guérison. Il y a plein d'autres facteurs, et parmi ceux-là, il y a sans doute cette relation d'essence à essence, de présence du soi. Non pas, je disais, de mon soi à votre soi, mais du soi, qui peut alors se manifester car il est plein de vitalité. C'est la raison pour laquelle, sur mon petit chemin-là, mon chemin, moi, il m'a paru évident que la seule chose que je pouvais encore faire dans ce domaine, c'était d'inviter les soignants à retourner à cette humilité, à cette simplicité-là. Non pas en leur disant qu'ils doivent abandonner toutes leurs compétences et leurs ressources thérapeutiques, qui sont très diverses et qui font partie du grand patrimoine thérapeutique de l'humanité, mais qu'ils doivent utiliser toutes ces ressources en pure conscience. C'est-à-dire qu'ils doivent traverser l'initiation qui permet d'apprendre à être avant de faire. J'ai j'ai parcouru plusieurs fois des continents en vivant certains temps chaque fois dans des communautés traditionnelles, en particulier chez les aborigènes en Australie. Et là-bas, je voyais bien que le futur soignant, le guérisseur, le sorcier, le toubib, parce que toubib veut dire sorcier en arabe, c'est les Français qui ont ramené ça d'Algérie. Eh bien, cet être-là qui va endosser cette responsabilité-là, qui est une responsabilité sacrée dans le sens où elle touche à la vie. Cet être-là doit traverser une initiation. Et il y a différents procédés initiatiques, différents rituels, mais tous finalement reviennent à confronter l'individu à lui-même, à son ego, à ses peurs, et traverser ça pour aller retoucher son essence, son noyau de vie. Et comprendre que ce noyau de vie est dans chaque chose, dans chaque être. Et trouver le moyen, avec chacun ses rituels de nouveau, de ressusciter cela. Quand on vivait dans la nature, c'était plus simple, parce que quand on est à côté d'un arbre, évidemment que l'arbre, il est là, il est juste là, il est. Il n'a pas besoin de nous le prouver, il n'a pas besoin de faire une démonstration scientifique pour vous assurer qu'il est là. Alors, dans la nature, nous entendons ce silence, cette paix qui est dans chaque chose, dans chaque être. Ça nous ressource en diapason. Et donc, pour moi, la seule chose que je pouvais encore essayer d'apporter, vu cette posture de pont que j'ai toujours essayé de tenir depuis que j'ai quitté le monde hospitalier, hospitalo-universitaire, et pour rejoindre d'autres univers thérapeutiques et faire le lien, c'était de créer une école initiatique que j'ai appelée l'école de la présence thérapeutique, où j'accueille maintenant des soignants, 60% de Français, ça m'a fait très plaisir. L'école est à Bruxelles, mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, proportionnellement, c'est sûr qu'il y a plus de Français que de Belges. Et donc, c'est bien qu'il y ait plus de Français que de Belges dans l'école. Mais ils se sont manifestés. Il y a eu 750 demandes en 2 semaines, quand le site Internet a été mis en ligne, et je n'avais que malheureusement 60 places pour commencer, dans des classes de 20, parce que c'est un travail en profondeur qui dure 3 ans. Initiation et accompagnement à la présence thérapeutique. Pas 3 ans à temps plein, mais pour les participants, oui, parce qu'entre les rencontres, ils ont un travail
continu, un travail de conscience, un travail de retour au corps, d'écoute de l'émotion, de la sensation, d'écoute de l'entre-deux, de cette énergie subtile qui est là. Et je crois que c'est dans ces expériences que nous changerons le monde. Celle-ci en est une, mais ce n'est pas l'expérience à suivre. Il y en a plein d'autres qui méritent d'être explorées, pourvu qu'elles portent la même énergie, la même intention, celle de la reconnexion à ce qu'il y a tout au fond. Alors aujourd'hui, quand on me demande « c'est qui toi ?», mais je vous dis moi, tout au fond, du silence et de la paix. Et encore plus au fond, de l'amour. Parce que je ne peux pas être en paix et en silence si je n'aime pas. Si je n'accepte pas ce qui est. Et quand on est là, il y a quelque chose qui surgit qui est extraordinaire. Et je me dis, tiens, j'allais même oublier d'en parler, mais c'est là. C'est la joie. C'est la joie. Et la joie est le symptôme de la vitalité. Moi, j'accompagne, parce qu'à côté de l'école, j'ai gardé une petite consultation, j'accompagne essentiellement des gens malades. Je dirais gravement malades, parce qu'on ne consulte pas un psychothérapeute, même si moi je ne me considère pas comme un psychothérapeute, mais comme un accompagnant psychologique et spirituel. Psychologique pour s'intéresser au moi, à l'ego, et spirituel pour s'intéresser au soi et à l'essence. Et pour mettre l'ego au service de plus grand que lui, pour aller dans la transcendance. C'est bien le sujet, l'ambition de la spiritualité. Mais je garde cette consultation parce que c'est quelque chose de très précieux, d'être sur le terrain, dans l'humilité du terrain, parce que les théories c'est une chose, mais quand il s'agit de les pratiquer, mon Dieu, on voit leurs limites. Non pas leurs limites, mais leurs difficultés parfois à être appliquées. Et dans cette consultation, je vois bien ces gens très malades. S'il n'y a pas de joie au fond de leurs yeux, je suis un peu inquiet pour eux. Et en même temps, voilà, j'accepte et je les accompagne souvent jusqu'à la fin de leur vie s'ils le demandent. Et j'en vois certains qui sont joyeux à la fin de leur vie, comme réconciliés. Et ils ont 35 ans, ils laissent des enfants derrière eux. Ils vous disent qu'ils sont tristes parce qu'ils ne verront pas leurs petits-enfants grandir ou leurs enfants se marier, mais ils sont en paix. Et parfois la famille est même choquée en me disant « mais vous les avez emmenés dans quelle secte ?» Mais je dis « mais pas dans une secte, je ne leur ai presque rien dit, ils ont juste fait une expérience. » Et je commence à imaginer, je commence, parce que mon mental a du mal à lâcher sur ça, mais je commence à imaginer que quand on fait cette expérience, on peut vraiment penser, pas penser, ressentir que cette pure conscience est éternelle. Elle est de l'instant présent, et l'éternité, c'est une succession d'instants présents. L'éternité est dans l'instant présent. Et je vois partir ces personnes, alors, elles retournent à l'éternité, elles retournent dans le présent, et dans le silence, la paix du présent. Ça m'a posé, je terminerai par là, non pas pour apporter un petit sujet polémique, mais pour éclairer les réflexions qui se produisent ici depuis longtemps, grâce à cette initiative de Marion et de son équipe. Et c'est très beau d'apporter des espaces comme ça de réflexion ou de nourriture, où les choses peuvent se remettre en mouvement, donc en vie. Et c'est pour ça que je vais venir avec cette petite réflexion pour rester en mouvement. Si cette pure conscience est de toute éternité, ce silence qui existe avant que nous existions, enfin qui est avant que nous existions et qui sera encore après que nous ayons cessé d'exister, qui est là au-delà des perturbations de notre mental, de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées. Si ce silence est ça, alors on peut se demander si le paradigme scientifique dans lequel nous sommes encore majoritairement plongés aujourd'hui, qui prétend que la matière s'organise sous forme de plus en plus complexe
et qu'à un moment donné, elle arrive même à créer un ou des organes qui génèrent de la conscience et de la pensée, est-ce que ce paradigme est réel ou traduit la réalité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt écouter le paradigme que toutes les spiritualités nous enseignent depuis l'aube de l'humanité, à savoir que ce n'est pas la matière qui devient consciente, mais la conscience qui se matérialise. Et je parlais de ça, j'ai séjourné presque 2 mois auprès de João de Deus, qui est un guérisseur brésilien. Ce que j'ai vu là est très beau. D'abord le don de cet homme depuis 40 ans à ce qu'il essaye de faire, enfin ce qu'il fait, ce qu'il incarne là, mais aussi cette connexion avec le monde non visible. Et j'ai pas dit invisible, parce que c'est un monde non visible pour nos yeux, mais il est visible si on ouvre son cœur. Et donc sa conscience. J'ai rencontré là un scientifique indien qui s'appelle Amit Goswami, peut-être que vous le connaissez. Il est professeur de physique quantique à l'université d'Oregon. Il a écrit plusieurs livres, dont le Self-Aware Universe, l'univers conscient de lui-même. Et il pose vraiment cette question. Et il y a une chose qu'il m'a dit qui m'a vraiment interpellé, et je vous la livre. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que ça vous remettra en mouvement, vous aussi. Il me dit... Tu sais, Darwin ne s'est pas trompé. Il y a une évolution, c'est évident, on le voit bien, on comprend la filiation des espèces. Mais en même temps, là où nous nous sommes trompés, c'est dans l'explication que nous avons apportée sur les modalités de cette évolution. Parce que nous disons que c'est une genèse spontanée de nouvelles formes et puis que les plus résistantes, les mieux adaptées vont survivre, que les autres vont être éliminées et qu'il y a une forme de sélection naturelle. Mais en fait, il dit on pourrait et on devrait, et il le démontre très bien, moi je ne peux pas le faire ici, d'ailleurs je n'en ai pas ni les compétences ni le temps, mais il dit on devrait réfléchir et se dire que c'est sans doute la conscience qui crée ces formes. Et que quand tout d'un coup un animal a besoin d'un bec d'une certaine forme pour justement plonger dans l'eau, attraper ses proies, il invente son bec, comme nous inventons des ordinateurs ou des super-scanners pour regarder à l'intérieur de nos cerveaux. Il l'invente avec sa conscience. Et la conscience génère la matérialisation de cette nouvelle forme. Et du coup, nous n'aurions pas une évolution qui se fait lentement avec des sélections, parce que d'ailleurs on ne trouve pas les fossiles qui seraient toutes les petites étapes intermédiaires. On trouve des grands changements comme des sauts, et ces sauts seraient des sauts de conscience. Moi, ça me plaît bien de commencer à regarder comme ça, et en tout cas, ça correspond totalement à l'expérience que j'essaye de vous décrire et même de vous faire vivre. Bonne vie à vous. Peut-être, je ne sais pas combien de temps il reste. Moi vous savez, combien ? Alors on a du temps pour des questions. Est-ce qu'on veut bien mettre en place des questions ? 5. Une question ? Ou Marion a peut-être une question ? Une question. On n'a pas le micro. Ah, zut alors. Alors vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire ce qu'on a dit. On va le faire. Je vous invite à vous installer dans une position confortable, mais pas avachie. Parce que si nous voulons être là, présents, il faut un subtil équilibre entre la tension sympathique et la détente parasympathique. Il faut cette tension pour qu'il y ait cette vigilance. Sans ça, on s'endort. Généralement, ça se fait en se redressant, en gardant le dos droit. Mais il faut que ça soit confortable. On s'adapte. Et je vous invite à revenir vers vous. Vous qui êtes encore moi. Moi et encore moi. Et de porter votre attention sur votre respiration.
Inspire, expire. Notez simplement la fréquence, l'amplitude des mouvements, sans chercher à interférer. Et restez focalisé sur cette respiration. Cela vous paraît peut-être difficile. Il y a peut-être des pensées, des émotions, des sensations. Ne vous y attachez pas. Laissez-les s'évanouir dans l'espace intérieur. Il y en a d'autres, c'est pas grave. Laissez-les s'évanouir. Et je vais vous inviter à porter votre attention sur la poitrine. En inspirant profondément, en dilatant la zone de votre poitrine, ce que j'ai envie d'appeler le cœur. Laissez circuler l'énergie là. Cette énergie d'acceptation, sans condition. Et peut-être alors vous entendez un peu le silence. Si vous l'entendez, plongez dedans. Soyez silencieux, soyez paisible. Et si ce silence est perturbé par une pensée, une émotion, une sensation, c'est pas grave. Écoutez le silence, n'écoutez pas la sensation. Parfois c'est vertigineux, parce qu'on a l'impression qu'on va se dissoudre dans ce vide qui est en fait rempli de tout ce qui y surgit. Dans cette vacuité qui est la nature ultime du soi, qui est notre nature ultime. Une petite plongée dans le silence intérieur, dans cet espace d'amour inconditionnel, ça prend quelques secondes. Au Cachemire, on encourage les gens à le faire régulièrement au cours de la journée. Plutôt que passer de longues heures en méditation, simplement retourner dans l'espace de vacuité. Là où nous retrouvons la liberté de choisir au service de quoi nous allons mettre les merveilleuses capacités de notre ego. Et si nous les mettons au service de la paix et du silence intérieur, nous accomplissons l'être. Et nous touchons à ce qu'est l'aboutissement de la spiritualité.
n'applaudissez pas. Non. Merci. Je n'aime pas qu'on applaudisse quand j'ai pris la parole, non pas que je veux jouer les modestes, mais parce que ça brise quelque chose. Moi, je fais comme ça quand je salue. J'envoie de l'énergie, mais ça suffit. Merci.